Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui est en visio, qui a une vignette N. Je ne sais pas qui est cette personne. Si elle peut couper son micro, ce sera parfait. Et Anna également. Et alors, comme vous le savez, le CITRAD fédère depuis plusieurs années nos EPCI adhérentes autour de projets de prévention et de réduction des déchets, notre projet de territoire, une idée, et le PLP-DMA. En début de ce mandat, la volonté des élus du comité syndical a été de poursuivre cette dynamique avec un objectif clair, la réduction des déchets. Aujourd'hui, face aux défis de la transition écologique, le CITRAD prend conscience de la nécessité d'une coopération plus large et plus transversale, car tout ne dépend pas que du CITRAD et de ses EPCI membres, parce qu'on est sur un changement d'habitude lié à un changement de modèle économique. L'économie circulaire, avec ses 7 piliers, est une réponse aux enjeux environnementaux et aux objectifs réglementaires annoncés par la loi AGEC, bientôt consolidée par la loi climat et résilience. Alors, les 7 piliers, je vais juste vous en donner les grands titres. L'approvisionnement durable, l'éco-conception et produits donc, et procédés, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage et le recyclage. En tous les cas, c'est en toute logique que le CITRAD s'est positionné lors de l'appel à candidature lancé par l'ADEME pour être accompagné dans l'élaboration du référentiel économie circulaire. Il s'agit de réaliser un diagnostic de territoire, de s'auto-évaluer afin de définir une stratégie et un plan d'action. C'est dans ce cadre que le CITRAD organise ce temps fort aujourd'hui pour placer l'économie circulaire au cœur des discussions. On entend de plus en plus parler d'économie circulaire, mais finalement, que connaissons-nous de ce qui se fait sur notre territoire? Je suis intimement persuadée que beaucoup d'entre vous ont des actions personnelles ou dans leur mandat d'élu qui s'inscrivent déjà dans cette dynamique, mais ne le savent pas. Mais pour autant, donc, notre colloque sera là pour préciser certaines choses. Les témoignages et des retours d'expérience que nous allons entendre seront autant d'approches qui nous montreront que l'économie circulaire est protéiforme en fonction de la nature de l'activité, de ses besoins et de ses contraintes. L'économie circulaire peut être mise en œuvre à toutes les échelles et par tous les acteurs. Elle peut devenir un modèle d'organisation et de fonctionnement de notre territoire. Et on se rend compte que l'économie circulaire est un processus naturel qui relève, compte tenu des enjeux du développement durable, du bon sens. Donc, il a été demandé à nos différents intervenants de répondre aux questions que les élus pourraient se poser. Déjà, à savoir quelles ont été les motivations par rapport à l'engagement des uns et des autres dans l'économie circulaire. Qu'est-ce qui vous a aidé à développer l'économie circulaire dans votre structure? Au contraire, quels ont été les obstacles et ou les freins? Et puis, quels conseils on pourrait donner aux élus et aux autres acteurs économiques qui souhaitent mettre en place une politique en faveur de l'économie circulaire? Et aussi, quel rôle pourraient jouer les collectivités dans cette dynamique? Plein de questions. On est là tous autour, je ne vais pas dire de la table parce qu'on n'y est pas tous, hein, mais ou avec nous, en tous les cas, pour pouvoir justement prendre ce temps ensemble pour échanger et puis pour avancer sur ce sujet crucial aujourd'hui qui est l'économie circulaire.
Je te donne la parole, Frédéric. Alors, excusez-nous, hein, parce qu'on se tourne le micro. Donc, je vois que c'est... Voilà. Bonjour à tous et merci Madame Girard, merci Madame la Présidente pour ces propos qui rappellent et qui replacent un petit peu l'organisation de cette rencontre aujourd'hui. Souligner aussi qu'ont été invités à ce colloque, outre bien sûr les élus et les collègues techniciens des territoires, mais aussi de d'autres territoires qui ne sont pas en Drôme forcément ou en Ardèche, mais qui simplement se sont aussi engagés, notamment dans le cadre de l'élaboration du référentiel économie circulaire. Je vais rapidement passer la parole aux uns et aux autres, simplement souligner effectivement qu'on a souhaité, dans le cadre de ces échanges d'aujourd'hui, d'avoir des points de vue différents et complémentaires sur cette question de l'économie circulaire. Et je vous propose de commencer avec l'ADEME, qui est au cœur de cette thématique-là, au niveau de la mise en place des politiques publiques, et laisser la parole à M. Dessini. Bien. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Parfait, super. Eh bien, écoutez, je suis très content d'être là, Madame la Présidente. Merci beaucoup de votre invitation à participer à cette réunion, comme vient de le dire Frédéric, et comme vous l'avez souligné, avec des acteurs différents, des collectivités locales, bien sûr des élus, des techniciens, mais aussi le monde de l'entreprise. Et c'est bien ce couple-là, au travers d'enjeux de territoire, qui feront cette économie circulaire. Donc, je suis Jérôme Dassigny, je suis le directeur régional de l'ADEME pour Auvergne-Rhône-Alpes. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Nous sommes une agence d'État et nous intervenons auprès des entreprises et des collectivités locales au travers de trois grandes questions. La question de la chaleur renouvelable et des énergies renouvelables, la question de la sobriété énergétique, des économies d'énergie dans le bâtiment, dans la mobilité, dans l'industrie. Et puis le troisième sujet, c'est effectivement l'économie circulaire. Et comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est un enjeu majeur de société qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs pour quitter un cycle économique qui est celui du 19e et du 20e siècle, celui d'un modèle économique très linéaire où on extrait de la matière première, on l'utilise sur des cycles courts et puis on la jette, on s'en débarrasse sans se préoccuper d'autres choses. Ce cycle linéaire, eh bien, on vise justement à recréer des boucles d'économie, et j'emploie bien ce mot d'économie vertueuse. Alors, vous savez, il y a une image qui est célèbre. Le cycle économique que je viens de décrire, c'est l'économie du cow-boy, celui qui défriche et son horizon s'éloigne en permanence, ou qui n'a pas beaucoup de questions à se poser sur ces sujets. Et on passe à une économie du cosmonaute, c'est celui qui embarque avec lui tout ce dont il a besoin et il va gérer l'ensemble des produits, l'ensemble des matières premières, des fluides, et pour avoir à gérer sa vie. Alors, vous l'avez dit, Madame la Présidente, 7 piliers, 7 grands types d'actions qui se déclinent autour de 3 grands pôles, je vais y revenir. Mais pourquoi d'abord s'engager dans un cycle d'économie circulaire? Je crois que la première vertu, et vous l'avez dit, c'est favoriser un développement économique local, c'est faire de la croissance au profit du territoire en conservant la matière première sur le territoire. Peut-être un exemple éloigné, mais pas si éloigné que ça, et géographiquement et sur la technique. Le maire d'Aurillac avait souhaité faire un réseau de chaleur et il a pris soin sur l'ensemble de la filière de mobiliser des acteurs et des entreprises locales. La chaudière est une chaudière auvergnate. Les entreprises de génie civil sont des entreprises qui travaillent au local. Et aussi important, il a veillé à constituer une filière de bois et depuis l'amont jusqu'à l'aval, jusqu'au bois énergie. Et donc, on voit que ça crée des boucles d'économie circulaire locale.
Le deuxième enjeu, et je crois que c'est à ce moment très important, c'est de conserver la matière première sur notre territoire au profit de notre industrie. Il ne s'agit pas de faire partir nos déchets électroniques et électriques ailleurs parce qu'on a besoin des métaux qui sont dedans et on a besoin de pouvoir aussi les démanteler proprement pour récupérer les métaux. Je crois que aussi cette boucle d'économie circulaire, c'est une boucle très présente sur les questions d'innovation. Innovation technologique, c'est vrai, mais aussi innovation organisationnelle. Comment on se repose des questions, comment on éco-conçoit des produits pour faciliter leur démantèlement, pour conserver la matière comme je viens de le dire. Tout ça est évidemment source d'emploi et je crois aussi source de résilience de nos territoires et de nos activités. Et évidemment, je peux prendre l'exemple des masques qu'on a pu produire très rapidement ou de la production de vaccins qu'on commence sur notre territoire. C'est l'ensemble de ces questions et qu'il faut se poser parce qu'avant d'être des solutions, c'est un questionnement. Ce sont des propositions, ce sont ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire des acteurs, collectivités locales, entreprises qui sont réunies pour réfléchir au travers de ces boucles d'économie circulaire. 7 piliers, 3 grands enjeux, 3 grandes formes, travailler sur l'offre des acteurs économiques, comment on utilise la matière première, comment on éco-conçoit ces produits. Et je dois dire qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on est très en pointe sur ces questions d'éco-conception de produits, comment on choisit de la matière, comment on essaye de faire en sorte qu'il soit démantelable facilement pour faire de la réparation, ce genre de choses. Et à titre d'exemple, on a signé un contrat d'aide auprès de Valrhona, le chocolatier, pour imaginer un mode de distribution alternatif dans les cafés, hôtels, restaurants des chocolats pour éviter des emballages strictement jetables et avoir ce type de boucle. Vous avez évoqué aussi les questions d'écologie industrielle et territoriale, c'est très important. Et puis même, à un certain moment donné, on peut revoir aussi le modèle économique de son activité pour passer d'un modèle de vente pure de produits à des ventes de location qui vont générer d'autres comportements. Je prends l'exemple de l'entreprise André Cros qui vend du matériel de compression d'air. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui pour partie continue à vendre du matériel, mais pour une partie grandissante de son chiffre d'affaires, vend une prestation d'air comprimé avec des économies d'énergie à la clé. Voilà, on peut multiplier les exemples. Premier pilier, c'est comment on travaille sur l'offre et comment les acteurs économiques, et on en verra, qui s'engagent très largement. Le deuxième enjeu, c'est comment on travaille sur la demande et le comportement de l'usager. Comment on lui fait savoir que son produit est réparable. Vous avez parlé de la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. Eh bien, il y a des dispositifs qui vont obliger les acteurs à proposer des pièces détachées. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des réparateurs. Pour cela, il faut qu'il y ait ce tissu-là. Et on a beaucoup travaillé avec la Chambre régionale des métiers sur ce sujet de la réparation. Comment on met en lumière ces métiers de la réparation et comment on fait prendre conscience aussi que faire durer son produit, et je pense notamment à tous nos matériels électriques et électroniques, et si je prends nos portables, téléphones, nos ordinateurs portables, etc., en allongeant leur durée de vie, eh bien, on est capable de diviser par 2 l'impact environnemental de ces appareils. Voilà. Et puis, bien sûr, on travaille aussi sur le bout de la chaîne. Une fois que le produit est là, eh bien, comment on le jette intelligemment, comment on le déconstruit, je le redis, comment on garde la matière première et comment on le remet dans un cycle de production. Ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, au bout, il y a des produits qui sont non valorisables. Eh bien, on peut là aussi, afin d'éviter l'enfouissement,
faire de la chaleur renouvelable avec. En décrivant l'ensemble de cette chaîne, l'offre, le comportement et puis effectivement la fin de vie des produits, on voit que l'ensemble des acteurs qui sont réunis aujourd'hui ont un rôle. Et vous, collectivités, PCI adhérents, CITRAD, vous avez un rôle extrêmement important, soit en termes d'animation des acteurs, soit sur votre chaîne de compétences. Lorsque on a travaillé sur le centre de tri qui a été modernisé pour accompagner les extensions de consignes de tri et améliorer le pourcentage de recyclage, eh bien, là aussi, on a pu apporter une aide significative, mais parce que il y avait cet enjeu d'améliorer la valorisation des emballages et des papiers ménagers. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes face à une opportunité liée au plan de relance. L'ADEME s'est vu confier 500 millions d'euros sur les questions d'économie circulaire sur un champ très large, depuis les entreprises, avec beaucoup d'aides sur les questions d'éco-conception, beaucoup d'aides sur les questions de valorisation et de recyclage du plastique et de modernisation des installations de tri et des traitements des emballages et de tout produit d'ailleurs, que ce soit des produits ménagers ou des produits issus des déchets d'activité économique. Donc, il y a ce plan de relance, il y a aussi le schéma régional, le SRADET et toute la politique que le président Fournier a pu mettre en place et nous avons essayé d'articuler au mieux nos aides pour être en capacité de répondre aux enjeux des collectivités et des entreprises. Et je prends pour exemple notamment l'industrie du plastique avec laquelle nous avons un accord de filière pour améliorer là aussi ce cycle vertueux, l'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité et puis l'intégration de matières plastiques. L'économie circulaire, c'est tout ça. C'est un changement de perspective, parfois radical sur certaines activités, mais créateur de valeur, créateur d'une nouvelle organisation, créateur d'intelligence territoriale et de garantie d'emploi. Et je trouve ça très rassurant, mais pour cela, il faut faire ce qu'on fait aujourd'hui, se mettre autour de la table, échanger les points de vue et construire un dispositif intelligent et vous trouverez l'ADEME à vos côtés. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dessini, pour cette présentation à la fois générale, mais aussi illustrer de très nombreux exemples sur effectivement des choses qui se font déjà pour montrer effectivement qu'on ne part pas de rien et qu'il y a aussi, vous l'avez rappelé, notamment au travers du plan de relance, un certain nombre de moyens pour accompagner au changement. Vous avez indiqué tout à l'heure, effectivement, parfois c'est un peu radicaux, certes, mais on a aussi pas mal d'exemples qui vont nous montrer que ces changements sont tout à fait possibles et qu'ils se font déjà à côté de chez nous, sur nos territoires. Merci beaucoup. J'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure. Je ne sais pas, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'outil, vous avez une petite bulle en haut à droite de l'outil qui vous permet de poser des questions qui, au fur et à mesure, je vous invite à l'utiliser, à ne pas hésiter à l'utiliser. Ça permet que vous posiez vos questions au moment où vous l'avez dans la tête, tout simplement. Et puis après, suivant les questions, soit on y répond à la fin de l'intervention, soit éventuellement, dans tous les cas, j'ai envie de dire, on les reprendra tous à la fin, puisque les points de vue, en plus, vont se croiser forcément les uns des autres, vu la diversité des acteurs. Et c'est la question un peu générale. Je pense que ce sera intéressant de la reprendre après l'ensemble des interventions. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce petit chat qui va nous permettre effectivement d'échanger parce qu'on est assez nombreux cet après-midi. Je ne sais pas, bon, il n'y a pas eu, j'avais envoyé un petit message, je n'ai pas eu pour l'instant de questions posées. Est-ce que quand même il y a une question éventuellement, ou une remarque, une interrogation par rapport à ce qui vient d'être dit par M. Dessini? Veuillez vous présenter parce qu'on n'identifiez pas toujours qui vous êtes à l'écran, donc
n'hésitez pas à vous présenter avant d'intervenir. Oui, j'ai une prise de parole. JD, je ne sais pas si ce sont les bonnes initiales. C'est Jérôme Dassini. Ah, pardon. Autant pour moi. Mais je suis à votre disposition pour des questions ultérieurement, il n'y a pas de difficulté. Ok, merci bien. Bien, écoutez, à ce moment-là, je vous propose d'enchaîner parce que je pense que les questions vont venir au fur et à mesure. On va entendre l'ensemble des interventions. Pour partir là, pareil, un peu du global et d'aller progressivement sur un certain nombre d'exemples, je proposais effectivement à Laurine Austin, chargée de mission presse à la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, effectivement, de donner le point de vue effectivement de l'ensemble de ces acteurs importants dans l'économie circulaire que sont quels secteurs de l'économie sociale et solidaire. Et après, on passera effectivement au premier axe évoqué par Jérôme Dassini, effectivement, à savoir la question de l'offre et comment au niveau des entreprises du territoire, l'économie circulaire se met concrètement en place. Laurine Austin, je vous laisse la parole. Oui, vous m'entendez bien? C'est bon. C'est bon? Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Merci au CITRAD d'avoir convié la CRES à intervenir aujourd'hui sur le sujet de l'économie circulaire et le lien en fait qu'on peut faire avec l'économie sociale et solidaire. Pour un petit rappel en guise d'introduction, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait bien ce que c'est l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas un secteur d'activité, en fait, c'est plutôt un mode d'entreprendre qui est basé sur différents principes, une lucrativité limitée, un impact social fort et une gouvernance démocratique participative, et puis également un modèle économique qui est durable, qui est viable. En fait, l'économie sociale et solidaire, elle a été formulée encore plus dans la loi ESS de 2014, qui a défini en fait les différents statuts des entreprises de l'ESS. Et aujourd'hui, on compte 5 types de statuts d'entreprise, les associations, les coopératives, SIC ou SCOP, les mutuelles, les fondations et les entreprises d'utilité sociale ou sociétés commerciales de l'ESS. Donc, en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est tous ces acteurs-là et qui peuvent travailler sur tout un tas de thématiques et de domaines différents. Et en fait, historiquement, le champ du réemploi, le domaine du recyclage a été investi par de nombreuses structures de l'ESS parce que, en fait, on remarque qu'il y a des valeurs partagées. Il y a beaucoup par exemple, d'entreprises d'insertion qui vont travailler avec des personnes éloignées de l'emploi pour faire de la collecte, du tri d'objets et de déchets. On a aussi des associations qui vont faire de la sensibilisation sur le gaspillage alimentaire, par exemple. Donc, tout ça, c'est des acteurs de l'ESS, finalement, qui vont travailler dans le champ de l'économie circulaire. Pour donner quelques exemples, on pense tout de suite aux ateliers Emmaüs, par exemple. Je l'ai dit avant, mais toutes les entreprises d'insertion, évidemment. En fait, on se rend compte qu'il y a aussi un très fort enjeu de sensibilisation à la fois des particuliers et des professionnels autour des enjeux en fait de l'économie circulaire pour aussi changer les modes de production, changer les modes de consommation. Et ce rôle de sensibilisation, il est souvent assuré finalement par des acteurs associatifs et donc qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Pour vous resituer un petit peu quelques chiffres clés aussi sur l'ESS, aujourd'hui, c'est 28 000 entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, donc ça représente 12% des entreprises privées de la région, et on compte 4 000 structures de l'ESS en Drôme-Ardèche. Ça représente 300 000 emplois sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc 17% des salariés du secteur privé, et à peu près 35 000 emplois, pareil, dans les départements Drôme et Ardèche. Et nous, en fait, à la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, on a plusieurs adhérents qui sont aussi des structures de l'ESS.
On compte aujourd'hui à peu près 150 adhérents sur la région. Et on a plusieurs adhérents qui œuvrent dans le champ de l'économie circulaire. On a des entreprises Mineca, Co-Recyclage, toutes les entreprises d'insertion également, via la Fédération des entreprises d'insertion, le CORAS, également le groupe Envie, si ça parle à certains. Et à la CRES, on a 2 grandes fonctions. La première fonction, c'est appuyer le développement économique des structures de l'ESS. Et en ce sens, on agit un petit peu comme une sorte de plateforme de mise en relation entre l'offre et la demande. Notre cœur de métier, c'est vraiment la mise en réseau. Et on va, d'une part, bien connaître les acteurs de l'ESS dans les territoires, parce qu'on en accompagne certains. On accompagne pas mal de porteurs de projets, d'entreprises qui souhaitent se développer. Sur ce volet, notamment, on est en partenariat avec l'ADEME, pour accompagner des acteurs, des porteurs de projets dans l'économie circulaire, justement. Pour citer quelques exemples, on a accompagné par exemple l'Oka Vert, et donc le projet Ma bouteille s'appelle Revient, qui vise à réemployer les bouteilles en verre et à travailler toute la filière de la consigne en verre. On les a accompagnés en fait à consolider leur modèle économique, à aller chercher des financements, à se structurer. Donc, on les connaît bien et on sait aussi les mettre en relation avec les bons partenaires. On a suivi également plusieurs projets de ressourcerie ou de recyclerie sur le territoire. Je pense notamment à la recyclerie Trimaran en Ardèche, qui a participé à plusieurs événements aussi organisés par la CRES. Et c'est un acteur clé de l'économie circulaire, puisqu'ils vont collecter, trier, puis revaloriser tout un tas d'objets, revendre. Ils ont développé aussi une activité de réemploi des articles de maroquinerie et tous les matériaux de cuir et textile. Donc en fait, on est souvent en lien aussi avec tout le réseau des ressourceries et des recycleries au niveau régional. Et on se rend compte qu'il y a un fort enjeu à développer toutes ces activités pour le réemploi sur le territoire. Et c'est des projets qui sont souvent très connectés avec les collectivités territoriales et avec vous, les élus et les techniciens, parce qu'il y a un fort ancrage territorial qui nécessite d'organiser toute une filière, tout un réseau d'acteurs derrière. Et la CRES peut aussi permettre de faciliter cette mise en relation des fois entre des porteurs de projets, des entreprises du territoire et puis les collectivités. Par exemple, on peut avoir plusieurs demandes d'une collectivité ou d'une entreprise du territoire qui souhaite travailler sur la revalorisation de ces déchets et on peut essayer de la mettre en relation avec des acteurs de l'ESS du territoire qui vont proposer ce type de service. On peut aussi aller jusqu'à appuyer la structuration d'une gouvernance, d'un projet collectif pour créer des dynamiques de filière, dont l'ADEME parlait aussi lors de l'intervention précédente. On se rend compte qu'aujourd'hui, les dynamiques de filière sur un territoire, notamment autour du réemploi d'un matériau, par exemple, sont des enjeux très forts. Donc voilà, on a une première action qui tourne autour de l'appui au développement économique et de la mise en réseau des acteurs. Et puis notre deuxième fonction, c'est aussi de représenter et fédérer, on va dire politiquement, tous les acteurs de l'ESS en région. Et notamment, en ce moment, on parle pas mal de la loi climat qui est en cours de préparation. La CRES a sollicité tous les réseaux de l'économie circulaire en région Auvergne-Rhône-Alpes pour pouvoir proposer des amendements dans le cadre de cette loi climat, proposer des objectifs aussi et différentes aides pour aboutir à un vrai développement des activités du réemploi et de l'économie circulaire. Donc, on a un petit peu cette fonction aussi de plaidoyer qui nous permet d'être régulièrement aussi en lien avec les élus locaux. On peut aussi accompagner les collectivités sur leurs projets de territoire, sur leurs réflexions, comment justement vous pouvez valoriser l'économie circulaire sur votre territoire et notamment à travers la mise en avant d'initiatives sociales et solidaires. On est en lien avec Valence Roman Agglo, avec le département de la Drôme, pour citer quelques territoires sur lesquels vous êtes. Et puis, je dirais que
puisqu'on nous a demandé un petit peu d'élaborer quelques pistes, ou en tout cas quelques conseils à vous donner pour essayer de valoriser l'économie circulaire sur votre territoire. Je dirais qu'il y a à peu près 3 leviers, nous, qu'on aime bien aussi rappeler et qui valent aussi pour tout le secteur de l'économie sociale et solidaire. Il y a le premier levier, c'est celui de la commande publique. N'hésitez pas aussi à valoriser toutes les structures de l'ESS et qui font de l'économie circulaire sur votre territoire dans votre politique d'achat. Il y a également un levier de mettre à disposition des locaux ou du foncier, parce que toutes les activités aussi de ressourcerie, recyclerie sur un territoire, elles ont besoin d'espace pour fonctionner et de locaux pour collecter tout le matériel qu'elles vont ensuite réparer et recycler. Et puis, il y a le levier aussi des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt et des subventions que vous pouvez aussi accorder à ces acteurs. Je terminerai justement mon intervention en disant que nous, à la CRES Auvergne-Rhône-Alpes, on a lancé récemment, tout début 2021, un club des collectivités engagées dans l'économie sociale et solidaire qui se réunit en fait tous les trimestres, une fois tous les 3 mois, pour échanger justement sur des bonnes pratiques et sur des projets à partager en se posant les questions comment est-ce qu'on peut soutenir des acteurs d'une filière sur notre territoire, comment est-ce qu'on peut améliorer le secteur de l'économie circulaire ou de l'économie ou de l'alimentation durable ou d'autres thématiques, toujours en lien avec l'économie sociale et solidaire. Et donc, la prochaine rencontre aura lieu le 29 avril 2021. Et si certains d'entre vous sont intéressés pour joindre les discussions de ce club aussi, il y aura tout un tas d'infos aussi qui vont être partagées et ça permet de vous inspirer également de ce qui peut être fait sur d'autres territoires. Et voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. S'il y a des questions, je suis disponible pour y répondre. En tout cas, je pourrais aussi mettre mes coordonnées dans le chat pour échanger si certains ont d'autres questions suite à ce colloque. Encore merci au CITRA de cette invitation et puis je laisse la parole du coup aux autres intervenants. Merci. Merci beaucoup de nous avoir rappelé effectivement ce qu'est l'économie sociale et solidaire et puis comment concrètement vous accompagnez les acteurs de nos territoires. Il y a une question qui a été posée par l'Aglo du Puy qui demande comment le CRES accompagne les territoires zéro chômeur longue durée. Alors, on est sur certains territoires, on fait partie des comités territoires zéro chômeur, mais on les accompagne pas forcément. On fait partie de la gouvernance et on est invité aux comités locaux, notamment moi je participe à celui plutôt sur Villeurbanne. Et donc on participe aux échanges, mais par contre on n'est pas à l'initiative forcément des territoires zéro chômeur longue durée. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas voilà, on fait partie des dynamiques et on a intégré quelques comités locaux pour participer à la réflexion. Et peut-être que bientôt on essaiera de coordonner aussi au niveau régional tous les différents territoires zéro chômeur. C'est pas encore le cas, mais on est en train de se poser la question justement si c'est pourquoi pas vers ça, parce que la CRES pourrait être le bon acteur également pour harmoniser, coordonner au niveau régional toutes les différentes expérimentations territoire zéro chômeur sur le territoire. Vous avez tous les encouragements de l'agglomération du Puy. Merci beaucoup. Il y a une autre question, mais pas de souci, Laurie, pour que vous mettiez vos coordonnées effectivement dans le chat. Mais effectivement, il y a une question pour savoir comment intégrer effectivement le club d'économie sociale et solidaire. Alors, vous avez parlé de la réunion le 29, c'est ça? Ouais. 29 avril. Oui, tout à fait. Alors pour l'instant, on n'a pas lancé la communication sur cette prochaine réunion, puisque pour l'instant, elle reste dans le cadre de ceux qui s'étaient déjà inscrits dans le club. Par contre, justement, si je vous mets mes coordonnées dans le chat, n'hésitez pas à me renvoyer un mail en disant que vous êtes intéressé pour participer et je vous ferai passer l'information. Mais du coup, l'invitation n'est pas publique pour l'instant.
Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a encore éventuellement des questions des uns ou des autres? Écoutez, merci Laurie Moustin pour cette présentation-là. Et on va passer donc effectivement à une autre dimension effectivement de l'économie circulaire au travers effectivement du témoignage de deux entreprises du territoire dans des secteurs différents et des entreprises qui ne sont pas forcément directement dans le secteur du déchet, parce que même si le CITRAD a en charge effectivement le traitement des déchets ménagers, l'économie circulaire est un sujet qui dépasse amplement effectivement ce seul sujet des déchets, même si c'est un sujet important et que, comme on va le voir, les déchets, ce ne sont pas que les ménages non plus. Donc, je vais devoir laisser la parole à Jean-Pierre Cheval. Je pense que nous connu par pas mal d'entre vous, j'imagine. Une petite connexion. Pour qu'il nous présente effectivement, au travers, j'imagine, de l'illustration du développement du groupe Cheval, comment effectivement cette question de l'économie circulaire est appréhendée et mise en œuvre, je vais dire un peu quotidiennement, dans l'ensemble des activités maintenant qui composent le groupe Cheval. Alors bonjour à tous, merci de me laisser la parole. C'est bon, tout le monde m'entend bien? C'est bon, vous avez l'écran. Très bien. Donc Jean-Pierre Cheval, je suis le président du groupe Cheval. Le groupe Cheval aujourd'hui, c'est un peu plus de 600 personnes à travers 16 entreprises différentes, indépendantes, mais complémentaires par leurs activités. Voilà, et aujourd'hui, 60% des activités en Drôme-Ardèche et le reste sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, un développement qui s'est accéléré ces dernières années, basé sur la base du bon sens, j'ai envie de dire, qu'on a mis en œuvre à travers notre politique RSE. Donc, aujourd'hui, nos périmètres d'intervention, on est avant tout acteurs de l'aménagement des territoires. Et je remercie le CITRAD et je vois qu'il y a pas mal de gens que je connais. Pourquoi? Parce qu'on intervient sur les métiers liés à la construction, mais surtout sur les métiers liés à l'aménagement du territoire, au service des populations. Notre métier s'appelle travaux publics. Donc, on travaille au service des populations pour mettre en œuvre le choix et les choix et les infrastructures qui ont été décidés par les décideurs politiques. Donc, des infrastructures en termes de mobilité, en termes d'accès aux ressources, qu'elles soient en ce qui concerne les énergies, qui concernent les matières premières telles que l'eau potable, telles que les réseaux de communication, télécommunications. Voilà. Mais aussi des métiers liés à la protection des populations, pour les travaux en rivière notamment, et liés à la protection de la nature, avec des métiers qui tournent autour de la maîtrise de l'eau, des cours d'eau, mais aussi de l'eau en général et du volume d'eau, puisque l'eau devient une denrée rare. Des métiers qui tournent autour des énergies, je l'ai dit, mais aussi des énergies renouvelables, avec les aménagements éoliens, aménagements photovoltaïques, les nouvelles énergies. Voilà, des métiers qui protègent aussi la biodiversité, avec des passes à poissons en rivière, etc. Donc déjà, on a un métier qui a plein de sens, qui tourne autour de l'utilité publique. Malheureusement, on a des métiers impactants sur l'environnement parce qu'on intervient avec des grosses machines, des bulldozers. Donc, depuis historiquement, la volonté a toujours été dans l'entreprise d'être vigilant, d'être responsable sur l'impact qu'on pouvait avoir dans nos interventions. Et nous, l'entreprise, je suis la 3e génération, mais c'est quelque chose qui a été transmis dans l'ADN de l'entreprise où on essaye de limiter au maximum notre impact. Donc, ça a commencé d'abord à réfléchir comment on fait du double fret. On évacue des matières, on doit ramener des matières plus nobles. Et on optimise les flux routiers en faisant du double fret. C'était une première axe d'évolution. Puis après, on a dit il ne faut pas aller trop loin, donc on fait du circuit court. Mais ça, je parle déjà il y a 20 ans qu'on réfléchissait à ça. Puis on s'est dit, mais bon sang, on construit des routes, il y a des bons matériaux, ça aide à en emmener pour en ramener certaines matériaux nobles qui ne sont pas forcément mieux. Donc, il y a eu la naissance du recyclage. Aujourd'hui, je crois que dans les travaux publics, on a pris la dimension et l'importance des enjeux environnementaux et systématiquement, les matières premières issues des chantiers sont analysées pour essayer d'être réutilisées ou sur place ou à proximité avec la naissance de plateformes de recyclage. Donc, plateformes de recyclage de béton. On sait que les bétons sont fabriqués avec des matériaux nobles
avec un liant qui est le ciment. Aujourd'hui, ces bétons sont concassés, réutilisés sur des nouvelles plateformes routières. Il en est de même pour les matériaux issus de la déconstruction routière. Aujourd'hui, ces matériaux sont recyclés, concassés, recyclés et réutilisés pour fabriquer de nouvelles matières premières. Donc, depuis déjà une vingtaine d'années, mais qui s'est accélérée ces dernières années, une réflexion pour optimiser les matières premières nécessaires au métier des travaux publics. Et par nature, par l'évolution des choses, aujourd'hui, avec la volonté de limiter l'emprise des constructions sur le domaine agricole, avec la volonté de non-artificialisation des territoires, c'est comme ça qu'on l'appelle, j'ai compris qu'il fallait anticiper les choses et être acteur des métiers de la construction, c'était bien, mais j'ai dit il faut être aussi acteur des métiers de la déconstruction. Donc, on a développé des activités telles que la dépollution de sol, telles que la déconstruction, telles que le désamiantage, la démolition des bâtiments avec le recyclage, comme on l'a vu tout à l'heure, des bétons. Voilà, donc, ça a été une volonté depuis plus d'une dizaine d'années de faire émerger nos activités vers les métiers de la déconstruction, un nouveau pan de l'activité qui s'est mis en place au fil des années. Et à travers ces nouveaux métiers de déconstruction qui permettront demain la reconstruction, on a développé de nouvelles activités et on a surtout développé une activité dont l'essence même est de donner une seconde vie à la matière, chose qu'on a déjà su faire sur les activités de travaux publics avec les matériaux inertes. On a réfléchi pour proposer des solutions, un service aux producteurs de déchets, aux collectivités, aux entreprises, pour pouvoir donner une seconde vie à la matière. Alors d'abord, on a travaillé sur la recherche, sur la collecte de ces matières premières, parce que c'est un peu la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui arrive en premier. Donc, pour développer des filières de valorisation, il faut de la matière. Pour avoir de la matière, il faut avoir la filière. Donc, on a avancé et au fil des années, on est devenu professionnel du recyclage. Alors, au départ, avec des activités liées sur les déchets verts. Beaucoup de déchets verts, il n'y avait pas vraiment d'exutoire. La réglementation a été incitative, mais du coup, on a développé pour commencer une activité amendement organique, construction, fabrication d'un compost avec un label bio, une certification, puisque le déchet vert, c'est une fermentation naturelle qui permet, après calibrage, aération, d'en fabriquer un amendement organique. Et ce système, on dit, mais pourquoi pas le dupliquer? Donc, on a créé une entreprise en 1999, vous voyez, ça fait déjà quelques années, qui s'appelle Valeur Sol Environnement, et dont l'objet est de donner une seconde vie à la matière. Donc aujourd'hui, on a mis en place différentes filières de valorisation en ce qui concerne les matériaux bois, par exemple, où là, il y a plusieurs flux. Donc, on a fait le choix de ne pas faire de tri, parce que dans l'économie du recyclage, le coût du tri est très important. Donc, on a sensibilisé les producteurs de déchets très en amont pour leur dire attention, vous avez des flux de matière qui pourraient être utilisées, qui pourraient avoir une seconde vie. Il faut surtout commencer par ne pas mélanger, par la trier naturellement. Et comme on s'est tourné vers les acteurs de la déconstruction, on leur a dit ou les métiers de construction, mais pour des gens qui ont des chutes de production ou des chutes de pose. On leur a dit trier vos matières. Le plaquiste, il a beaucoup de plâtre. Le menuisier, s'il pose la menuiserie bois, il a des chutes de bois. Si c'est du PVC, chute de PVC, on leur dit trier les flux et on saura en trouver une deuxième vie à la matière. Aujourd'hui, les bois propres, alors quand je dis bois propres, ce sont les palettes, ce sont les troncs d'arbres, ceux-ci sont broyés et ils transitent, ils alimentent les chaufferies locales en circuit court. Aujourd'hui, nous, c'est environ 5000 tonnes de bois propres que l'on valorise chez Valorson. Et puis, il y avait un vrai besoin en ce qui concernait les bois traités, les bois pollués. Donc, c'est tous les bois issus de l'ameublement moderne, de la peinture. Et donc là, on a travaillé. Alors, il y avait des filières existantes qui étaient les panneautiers, ou dans le nord de la France, dans les Vosges ou en Italie. Ils avaient des tels volumes qu'ils en avaient trop de matière. Donc, je dis, il faut qu'on travaille sur la valorisation. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces produits? On a trouvé une valorisation qui pourrait être plus vertueuse, mais c'est une valorisation énergétique, puisqu'aujourd'hui, ces bois, il y en a des volumes considérables, on les transforme, on les réduit en sciure, en poussière de bois pour alimenter les les cimenteries, puisqu'ils ont des process de chauffage dans leur process
à des températures très importantes, 1400 degrés. Aujourd'hui, tous les déchets d'ameublement qui transitent chez nous sont orientés vers les cimenteries qui s'en servent de combustible de substitution en remplacement du coke de pétrole qui venait du Venezuela. Voilà, donc aujourd'hui, on alimente plutôt un circuit court, mais c'est le Sud Ardèche avec les cimenteries Lafarge, mais c'est aussi l'Isère avec les cimenteries Vicat. Et on sent qu'il y a un besoin sur d'autres cimenteries, mais je pense qu'il y aura d'autres acteurs qui pourront s'implanter plus proches des autres sites. Voilà, on a donné une seconde vie à la matière, aux menuiseries, j'en parlais tout à l'heure. Dans une menuiserie, aujourd'hui, quand elle arrive à leur sol, il y a 98% de la menuiserie, de la fenêtre ou de la porte, qui est valorisable. Tous les métaux ferreux trouvent facilement une seconde vie. Mais après, que ce soit le bois, les PVC, les aluminiums, on les décortique et on les recycle. Le verre, notamment, est réutilisé, toujours en circuit court, puisque le verre, nous on travaille avec une filiale qui est sur l'Isère, c'est sur San, Euroflot. On a du coup cette même réflexion sur d'autres catégories de déchets. Alors moi, j'ai envie de bannir ce mot déchet, de matière. Et on a expliqué aux gens qui font de l'isolation, ben vous savez, votre laine de verre, votre laine de roche, les industriels sont venus nous voir, ils sont les premiers demandeurs à vouloir réutiliser de la matière, lui donner une seconde vie, faisons l'effort de trier. Donc aujourd'hui, on a des artisans, des métiers du second œuvre, qui amènent de la matière dans des big bags, et du coup, le fait qu'elle soit déjà triée, on peut la conditionner, la massifier et l'orienter vers ces industriels. Aujourd'hui, on a donné naissance aux filières laine de verre, laine de roche, mais aussi polystyrène. Aujourd'hui, le polystyrène, il est collecté, y compris sur les déchets grand public, sur les déchetteries et grand public, via des big bags. Et ça fait 3 ans qu'on a développé cette nouvelle filière, mais on fait plus de 500 tonnes de polystyrène qui arrive chez nous, on le massifie, donc on le comprime, et il est orienté alors en circuit court le plus possible. Pour le coup, le polystyrène, il part dans le nord de la France, vers Reims, où une entreprise réutilise la matière, la déstructure et refait des panneaux isolants pour l'activité bâtiment, protection phonique et thermique. Voilà, donc il y aura certainement d'autres filières qui se mettront en place au fil du temps. Je crois que c'est une philosophie, une réflexion d'essayer de valoriser. Et on a encore des idées sur d'autres matières. Il faut savoir qu'il restera malgré tout des déchets ultimes, disons. Par exemple, les déchets liés aux activités désamiantage. Là, il faut trouver des centres de stockage. Les terres polluées, pareil, c'est des terres qu'on ne peut pas forcément valoriser. Voilà. Donc, cette société valeur sol aujourd'hui, elle prend tout son sens. J'ai fait rentrer une entreprise, adhérer une entreprise dans ce beau projet, l'entreprise Delmonico Dorel, où on est coactionnaires tous les deux aujourd'hui sur ce projet d'activité circulaire et de recyclage de matière. Alors après, une fois qu'on a trouvé les filières, il faut massifier. Aujourd'hui, la massification, elle passe par la mise en place et le maillage du territoire avec des déchetteries professionnelles pour pouvoir collecter, offrir un service aux producteurs de déchets, souvent les acteurs de la construction hein, qui déconstruisent ou qui ont des chutes de pause. Donc aujourd'hui, on a 3 déchetteries professionnelles sur Port-et-Valence, sur Bourg-de-Péage et sur Chana. On en a d'autres en réflexion et on se dit qu'il y aura d'autres acteurs. Il faut vraiment mailler le territoire pour pouvoir collecter et donner une seconde vie à la matière. Voilà. Je voudrais juste terminer sur le fait que je crois que c'est vraiment une philosophie d'entreprise que de donner du sens à ces activités. On a fait le choix en décembre 2020, donc tout récemment, de prendre le statut d'entreprise à mission, de société à mission. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce statut. C'est un statut qui a émergé à travers la loi Pacte en 2019, qui met en avant le pilier humain et le pilier environnemental dans les entreprises, sans négliger d'ailleurs l'aspect économique, hein, ce que je me permets juste de rappeler qu'une entreprise se doit d'avoir un équilibre économique, puisque quand on parle d'aspect humain, il faut alimenter le pouvoir d'achat de nos collaborateurs, il faut que l'entreprise gagne de l'argent, qu'elle puisse réinvestir dans son outil de production, qu'elle puisse alimenter, améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, qu'elle puisse alimenter via la fiscalité les collectivités. Donc, il ne faut pas négliger l'aspect économique de l'entreprise. Mais l'entreprise à mission, elle met aussi et surtout en avant l'aspect humain et environnemental de ses activités et de ses pratiques. Nous, on a voulu coupler aussi l'aspect sociétal, parce que pour une entreprise de travaux publics qui travaille beaucoup pour la commande publique, hein, plus de 60%, je trouve que c'est important d'être acteur de son territoire. Voilà, j'en ai terminé. Je peux répondre à vos questions, que ce soit sur
l'économie circulaire, sur l'entreprise à mission. Moi, j'ai vraiment fait le choix d'être acteur des territoires en ce qui concerne les enjeux sociaux et environnementaux qui se présentent à nous. Il y a beaucoup de solutions, il faut en avoir la volonté, les moyens, bien sûr. Mais je crois que c'est un travail collectif et je vous remercie de participer à cette réunion parce que je vois qu'il y a beaucoup d'acteurs du territoire et merci de m'avoir permis d'exprimer nos activités. Merci, M. Cheval, pour cette intervention. Un bel exemple de votre entreprise et de votre démarche. Et j'ai retenu un petit exemple de votre propos qui me touche parce que c'est quelque chose que j'essaye d'inculquer, c'est de trouver un autre mot au mot déchets. Vous avez dit que ce n'est pas des déchets, mais c'était des produits. Et je crois que vous avez entièrement raison. Il faut sortir de notre esprit ce mot déchet parce que ce n'est pas valorisable, ce n'est pas vendeur, entre guillemets, mais que dans l'économie circulaire, effectivement, toute chose doit pouvoir trouver une seconde vie et donc être un nouveau produit à réutiliser. Et je crois qu'on est sur la bonne voie et vous êtes un bel exemple. Merci, M. Cheval. Si je peux me permettre, je voudrais rajouter un sujet parce que là, il y a quand même à la conférence beaucoup d'acteurs qui gravitent autour du monde du déchet. Aujourd'hui, il y a eu une impulsion donnée par la réglementation pour que ce soit incitatif. Tout a été organisé pour faire converger et faciliter le recyclage. Aujourd'hui, via vos déchetteries collectives, vous recevez des flux et tant mieux, c'est un service qu'on apporte aux populations de collecter les flux. On est en train de travailler à la Fédération du BTP avec nos artisans et nos entreprises pour inculquer ce souci de donner une seconde vie à la matière. Et la volonté, c'est de mailler le territoire. Alors, je ne parle pas que pour le groupe Cheval, mais j'espère qu'il y aura beaucoup d'acteurs qui vont réagir et mailler le territoire avec des points de collecte pour les professionnels, puisqu'aujourd'hui, les professionnels se doivent d'avoir une traçabilité des déchets qu'ils ont par leurs activités économiques. J'espère que le territoire va pouvoir se mailler, ce qui permettra de massifier les flux, de ne pas perdre de la matière qui peut être recyclée et surtout certainement de désengorger vos déchetteries collectives qui sont avant tout au service du grand public et des populations. Tout à fait. Alors, il y a une question qui a été posée par l'agglomération du Puy qui demande comment dans l'ensemble des projets que vous avez mis en place, vous avez mobilisé vos fournisseurs et les sous-traitants dans cette démarche d'économie circulaire. Parce que quand vous avez mis ça en place, c'était pas forcément, les filières n'étaient pas forcément organisées. Donc, vous avez de fait structuré des filières. Oui, ça fait une petite dizaine d'années, quand on a réfléchi sur le bois, c'est vrai qu'on est allé voir certains producteurs de déchets de bois en leur disant, écoutez, vous avez des déchets, nous on est convaincus que ça peut être de la matière. Bon, il y a des gens qui n'ont pas tous la même approche, tout le monde n'a pas la même approche, mais on sent qu'il y a un changement de mentalité, il y a une prise de conscience. Mais déjà, il y a 8 ans, à peu près, le bois, je pense, on a des gens qui ont dit, ben oui, effectivement, on va faire l'effort de trier ou de mettre dans une benne à part. Alors, ils ont trié les flux dans différentes bennes. Donc, c'est de la pédagogie permanente. Après, on voit qu'on se heurte à des philosophies. Il y a des gens qui sont très réceptifs et qui vont suivre, et puis d'autres qu'il faudra qu'il y ait un peu plus de temps. Mais je crois que c'est un travail de tous les jours qui permet d'associer tout le monde, tous les acteurs et tous les fournisseurs aussi. D'accord. Merci. Jérôme Dessini qui précise effectivement que cet outil de déchetterie pour les professionnels est essentiel à articuler avec celle des collectivités. Vous avez raison effectivement d'insister sur l'importance de sensibiliser sur ce sujet-là, qui n'est pas forcément, ou des fois il suffit pas grand-chose effectivement pour que ça engendre des projets, mais aussi pas forcément quelque chose qui fait pas forcément sens pour tout le monde pour autant aujourd'hui et qui a besoin de pédagogie. Ça va être intéressant. Oui. Je voudrais juste compléter pour être complémentaire de l'intervention de la personne sur les recycleries. La manière la plus vertueuse de donner une seconde vie à de la matière, c'est de la réutiliser telle qu'elle est. Si une porte ou une fenêtre peut être réemployée, c'est très bien. Aujourd'hui, on se rend compte que dans le monde de la construction et de la déconstruction, il y a des volumes importants. Dès qu'on peut réutiliser tel que, c'est vraiment
la meilleure manière, c'est de ne pas faire de déchets, on est d'accord. La meilleure manière, c'est d'utiliser la matière telle qu'elle est. On se rend compte, malheureusement, dans la pose ou dans la déconstruction, il y a des matériaux qui sont abîmés, qui ne peuvent pas être réutilisés en l'état. Et du coup, nous, on prend le relais. Voilà, c'est vraiment complémentaire, la recyclerie, peut-être après sur des dimensions plus artisanales, mais on prend le relais pour donner une seconde vie à la matière pour des flux plus importants et professionnels. Voilà, je vais prendre une dernière question, puis après, on va avancer pour ne pas prendre trop de retard sur les interventions. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y avait simplement, est-ce que vous pouvez rappeler les 3 déchetteries pro que vous avez mis en place au niveau du groupe Cheval, donc Porte et Valence, Aujourd'hui, on a une déchetterie sur Porte et Valence de Dilamotte, une déchetterie quartier Mondier à bord de péage et une autre sur l'Isère à Chanas. Voilà. On transmettra les coordonnées. Il y a d'autres acteurs sur les territoires, d'autres professionnels qui ont d'autres points d'apport. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci M. Cheval pour ce témoignage. Merci. Je vous propose maintenant de passer la parole à Mme Barbero du groupe GPA. Alors, dans un secteur complètement différent, mais des véhicules hors d'usage. Mais voilà, je ne sais pas si tout le monde vous connaît sur le territoire. Pourtant, vous êtes l'un des leaders français, si je ne me trompe pas, dans ce secteur-là. Bonjour à tous et puis merci d'avoir invité GPA donc, à ce colloque. Oui, donc nous sommes donc de par notre métier fait déjà partie de l'économie circulaire, hein, puisque notre métier c'est de collecter des véhicules hors d'usage sur le territoire français, hein, des véhicules assurance. Donc ces véhicules, donc nous allons les chercher sur toute la France et notre métier c'est de les recycler. Et comme disait Monsieur Cheval, je reprends un peu les termes, c'est en fait de donner une seconde vie à la pièce et à la matière. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, on récupère à peu près 22 000 véhicules qui rentrent donc sur notre site. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 1 million de véhicules hors d'usage chaque année, hein, qui deviennent hors d'usage. Nous, on en rentre à peu près 22 000. Sur ces 22 000, donc certains sont vendus dans l'État et d'autres donc passent sur la chaîne de démontage. Et donc tous ces véhicules donc sont dépollués et ensuite on prélève des pièces que l'on appelle nous des pièces de réemploi. Donc la pièce de réemploi, on peut dire qu'elle a plusieurs, elle est virtueuse, hein, si on peut dire ainsi, c'est-à-dire qu'elle est écologique, on ne reproduit pas une pièce neuve, elle est économique, hein, puisqu'elle est entre 90% et 50% moins chère qu'une pièce neuve, et en même temps, elle a un rôle social, puisqu'en fait, elle permet à de nombreux automobilistes de pouvoir continuer à rouler. Donc, et ensuite, une fois que les pièces sont prélevées, on vend également la matière. Et on peut dire par exemple les mousses ou les tissus des sièges peuvent faire par exemple de l'insonorisant pour des capots moteurs. Voilà. Donc un véhicule aujourd'hui est recyclé, 99,7% de la masse d'un véhicule est recyclée ou valorisée. Donc c'est un produit de consommation qui est extrêmement bien recyclé aujourd'hui. Nous, notre métier, on essaye de le faire, on s'efforce de le faire dans une logique de préservation vraiment du lien humain et également donc de l'environnement, bien sûr. Du lien humain dans le sens où on a une logique de qualité de vie au travail qui est un petit peu dans l'ADN. Hein. Bon, moi, je fais partie de la 2e génération. C'est mon père qui avait créé cette entreprise. Et on travaille également avec la 3e génération est en place. Et pour nous, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Et vraiment, c'est une entreprise familiale, hein, puisque nous sommes 10 de la famille. Et pour nous, c'est extrêmement important. Et l'idée, c'est de travailler avec nos équipes. On a, par exemple, on a construit un bâtiment de 17 000 m² hein, que nous avons ouvert il y a 1 an. On a impliqué dans tous les process nos équipes pour travailler sur les postes de travail, pour l'ergonomie des postes. Hein. C'est-à-dire que la plupart des outils sont pneumatiques, on ne porte plus de poids. Il faut savoir que dans les anciens ateliers, ce n'était pas du tout le même fonctionnement et qu'il y avait plus de soucis, bien sûr, d'arrêt de travail et autres. On a beaucoup impliqué aussi les équipes sur le plan de la sécurité des postes. On a mis de la lumière dans le bâtiment, on a fait rentrer le maximum de lumière. On a mis du bois, on a mis également de la couleur, on a fait venir des artistes pour faire des murs de street art, donc il y a de la couleur. Et tout ça, c'est
pour que chacun de nos salariés et de nos collaborateurs se sentent bien au sein de l'entreprise. Voilà. Également, on a travaillé donc sur le territoire et on a beaucoup travaillé avec le territoire, notamment sur un projet notamment de photovoltaïque, d'énergie renouvelable. Donc à terme, il va y avoir 17 ombrières, 20 000 panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, donc il y en a déjà à peu près 7 de construites. Et ces panneaux vont pouvoir fournir, ces ombrières vont pouvoir fournir en électricité les communes de Livron et de Loriol. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que dans notre métier, nous, on revient naturellement un peu à ce métier de la récupération et du recyclage, puisqu'en fait, mes grands-parents étaient déjà dans ce métier, puisqu'on récupérait des vieux chiffons et ils récupéraient donc des vieux meubles. Hein. Voilà. Et c'est vraiment pour un refus du gaspillage. Pour nous, c'est naturel. Voilà. Et on essaye d'inculquer cela. Et il y a beaucoup de pédagogie et d'éducation auprès de nos salariés et puis à inculquer autour de nous. Voilà, il y a beaucoup de pédagogie et il y a vraiment une prise de conscience aujourd'hui. Il y a un mouvement qui est en train de s'établir, qui est extrêmement important. Et moi, j'ai beaucoup confiance dans les nouvelles générations aujourd'hui qui demain refuseront peut-être d'acheter auprès des entreprises qui ne sont pas respectueuses de l'environnement. Je crois que l'écologie, l'économie circulaire, c'est vraiment également un levier de croissance. Hein. Il n'y a pas de logique de décroissance, bien au contraire. Et voilà, on m'a posé la question en me disant quel conseil vous pourriez donner aux élus. Et moi, je crois qu'il y a vraiment une idée de dire, d'abord, il n'y a pas d'opposition entre la rentabilité d'une entreprise et l'économie circulaire. Il n'y a pas d'opposition. Au contraire, il y a une sorte de réconciliation entre l'écologie et le souci écologique et l'activité industrielle et commerciale. Hein. Je pense qu'il y a une sorte effectivement de réconciliation et pas d'opposition. Et je crois que vous tous les élus, vous avez vraiment un rôle important d'accompagner et d'informer les entreprises et qu'il y ait un dialogue entre les élus, les entreprises et les habitants. Je crois que c'est extrêmement important. Voilà. Moi, je ne sais pas si j'ai pu répondre, si j'ai pu témoigner de… Beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Je recroise aussi ce qui a été l'expérience finalement du groupe Cheval à l'avant. Le besoin de pédagogie, et puis la question en fait, finalement de l'arbitrage entre, si je puis dire, réutilisation et recyclage, en distinguant bien les deux, effectivement, qu'est-ce qu'on peut reprendre tout de suite et le réutiliser tout de suite, et puis ce qui nécessite effectivement un recyclage matière, je dirais, une retransformation qui peut être réutilisée, mais au travers d'une retransformation. Il y a d'ailleurs une question qui a été posée, effectivement, j'en profite parce que finalement c'est un lien avec ça, qui est la question aujourd'hui finalement du tri. Dans le sens, pour pouvoir effectivement recycler, il faut trier de plus en plus de façon différente. Et aujourd'hui, ça devient un vrai problème de qui finalement fait le tri. Est-ce que c'est l'habitant? Est-ce que c'est effectivement dans les déchetteries? Mais sauf que les déchetteries, on les voit bien dans les évolutions qu'elles ont. Il y a besoin de plus en plus de bennes parce qu'en plus, il y a de plus en plus de filières grecques, comme on dit, qui se mettent en place. Donc, effectivement, chaque filière doit avoir ses propres bennes, ses propres, etc. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se développent, mais finalement, il y a une difficulté pratico-pratique et qu'on ne peut pas tous faire le tri de toutes les matières qu'on voudrait chez soi ou à proximité. Donc, voilà, il y a une interrogation comme ça aussi, un petit peu de collègues notamment, sur comment on n'est pas limité finalement par la capacité à avoir des lieux où faire l'ensemble des tri qui seraient possibles pour pouvoir utiliser ou recycler la matière. Je ne sais pas si vous avez des réponses, hein, mais… Alors, je pense qu'il y a le problème du tri et il y a le problème des filières également, parce qu'en fait, il y a encore des filières qui ne sont pas suffisamment développées. Et puis, on parle aussi, on va peut-être demain aborder, il y aura un vrai problème sur le véhicule électrique, hein, les batteries des véhicules électriques, ça va être aussi des gros sujets. Voilà, parce qu'on promeut beaucoup ce genre de technologie, mais
que fera-t-on demain des batteries électriques? Il faut savoir que nous, aujourd'hui, quand on rentre un véhicule hybride ou électrique, bon, on en rentre très peu pour l'instant, parce que nous, on rentre surtout des véhicules relativement anciens, qui ont plus de 8 ans, entre 7 et 8 ans d'âge, voire plus. Mais demain, se posera une vraie question pour le recyclage de ces batteries. Oui, c'est sûr. Merci Madame Barbero. Un exemple à nouveau, mais de recyclage d'une filière automobile particulière. Un chiffre là aussi que vous avez annoncé tout à l'heure, 99,7% d'un véhicule peut être recyclé aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, moi personnellement, je prends conscience de tout ce que vous faites et je ne savais pas que 99,7% d'un véhicule pouvait être recyclé. C'est un bon élément qui nous permet de se dire que quand même tout n'est pas perdu et que le travail que vous faites en étant un des plus gros récupérateurs de véhicules au niveau national, ça se passe chez nous quand même. Donc voilà, merci pour ce témoignage et l'information que vous nous avez donnée. Une dernière petite question. Simplement, vous avez pas dit simplement vous êtes implanté en fait. À Livron. Oui. C'est vrai, mais tout le monde ne se sent pas. Je vais quand même reposer la question. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que même Chaléa pose la question de la visite d'entreprise parce que c'est une élu du territoire. Mais voilà, tout le monde, voilà, juste repréciser effectivement. Moi, je peux proposer pour ceux qui sont intéressés une visite d'entreprise. Notre métier est en fait très mal connu. Souvent, on nous dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» On peut dire que ce métier, il a été marginalisé vraiment pendant des années, pendant plus de 60 ans. Et aujourd'hui, cette prise de conscience replace GPA dans un modèle un petit peu virtueux. Et je pense que c'est peut-être aussi de notre responsabilité de témoigner et de montrer d'entreprises qu'on est capable de faire en termes d'environnement, de plein de choses. Et je pense que c'est la responsabilité de chacun de nous, quoi, de pouvoir témoigner. Et voilà, moi, je serais très ravie de vous accueillir si vous souhaitez un jour une visite d'entreprise. Voilà. C'est gentil. Merci pour la proposition. Merci. Plusieurs élus, en tout cas, sont d'ores et déjà intéressés pour ça. Et enfin, pour un dernier témoignage, mais pour une dimension un peu différente, effectivement, Monsieur Chauvin, président effectivement du syndicat des bois de l'Aumône, c'était effectivement l'idée, après effectivement d'avoir vu la partie entreprise, si je puis dire, action et développement d'entreprise grâce et par l'économie circulaire, savoir aussi comment une collectivité locale, en charge plutôt notamment des déchets effectivement, mais comment au niveau des collectivités, ce sujet a déjà été évoqué, mise en œuvre, puisque je crois que vous êtes lauréat du label économie circulaire. Donc le travail que vous avez mené dans ce cadre-là est reconnu sur le plan national. Donc voilà, ça va être intéressant d'avoir le témoignage d'un élu qui n'est pas du territoire, d'un territoire de la région, un peu plus lointain, mais de la région quand même, quant à ce que vous avez concrètement fait et mis en place effectivement en faveur de l'économie circulaire. Monsieur Chauvin, je vous laisse la parole et je pense que vous allez apparaître à l'écran automatiquement. Écoutez, merci beaucoup de cette introduction. Moi, je souhaitais remercier Madame la Présidente, Madame Girard, de nous avoir invités à votre colloque. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur la même région, parce que c'est bien l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous sommes effectivement proches, même si nous ne sommes pas tout à fait sur les mêmes bassins. Donc, écoutez, c'est avec plaisir que je vais essayer de répondre aux quelques questions, aux quelques canevas que vous nous avez donnés. Avant toute chose, je voudrais juste préciser un point important au niveau de notre exécutif. Depuis le dernier exécutif, j'ai souhaité effectivement mettre un axe important sur l'économie circulaire en nommant un vice-président en charge réellement de l'économie circulaire, ce qui permet au moins d'avoir une vraie thématique au sein du syndicat. Et bien évidemment en binôme avec nos services, Laura, donc, qui est à mes côtés ici en visio, qui pourra répondre à des questions plus techniques si vous avez besoin. Alors, un petit rappel, étant donné que nous sommes un peu plus loin que vous, que je vous fasse juste un rappel du syndicat du Bois de l'Aumône. Donc, c'est un syndicat qui est sur 6 communautés de communes, 121 communes, avec une population de 165 000 habitants. La plus grosse des communes, c'est 19 000 habitants. La plus petite, c'est 100 habitants. Et on est à la fois sur une zone périurbaine, rurale et de montagne.
Tous les usagers aujourd'hui disposent du même service, c'est important et essentiel, selon leur lieu de résidence, la collecte de proximité des ordures ménagères ou emballage recyclage et l'accès à nos 10 déchetteries ou pôles de valorisation, parce que je préfère appeler aujourd'hui pôle de valorisation que déchetterie sur le territoire. Alors sur votre première question, c'était quelles sont nos actions en faveur de l'économie circulaire sur le syndicat? Suite à la labellisation de territoire zéro déchet, zéro gaspillage en 2014, et grâce au succès de son premier plan de prévention des déchets, le syndicat a signé un contrat d'objectif avec l'ADEME en 2017 dans le but d'aller encore plus loin dans la prévention de l'économie circulaire. Dans ce cadre, le SBA, donc le syndicat, développe une stratégie globale et met en œuvre des actions diversifiées permettant de réduire l'impact de ses activités et celles des acteurs sur son territoire, de son environnement. Nous pouvons, et je vais vous citer quelques exemples, quelques actions. La première, qui a été un gros chantier sur le syndicat, ça a été le déploiement de la taxe incitative, qui est effective pour chez nous depuis 2018. Ça a été beaucoup de travail en amont et de persuasion pour arriver à y passer, sachant que nous avons effectivement un territoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec à différents niveaux et surtout avec une taxe qui n'était pas, une TOM qui n'était pas équivalente à l'ensemble des territoires, en plus avec des fusions de la loi NOTRe qui ne nous a pas simplifié les choses en termes de taxes. Voilà. Ensuite, 2 projets d'écologie industrielle et territoriale qui ont été initiés sur le territoire. Le premier, on appelle le projet EcoRespire, qui concerne 28 entreprises, essentiellement dans le tissu économique, industriel et logistique. Un label qui a été créé pour valoriser les actions de mise en œuvre et inciter les entreprises à pousser dans une logique d'économie financière. 13 entreprises dans la zone sont aujourd'hui labellisées. Le référentiel d'action associé à la fois à ce label est composé de 5 thématiques. La gestion éco-responsable des espaces verts, celle des déchets et ressources, la gestion des fluides, ce qui peut être eau, énergie, émissions des gaz à effet de serre, la coopération et la transversalité. 49 actions, c'est pas rien, y sont présentées, allant de la protection de la biodiversité à la promotion de l'égalité homme-femme, en passant par l'éco-conception des produits. Vous voyez comme il y a un certain nombre de choses, les 49 il y a énormément de choses qui sont mises en œuvre. Ensuite, un deuxième projet, également dans l'écologie industrielle et territoriale, ce qu'on appelle essentiel, qui concerne 2 zones d'activité, donc 89 entreprises de tout type. On n'a pas, voilà, c'est vraiment une activité de multiples activités. Elle a débuté mi-2019 et plusieurs actions sont à l'étude en termes de substitution de matière, mais également de mutualisation d'équipements ou même de prêt de matériel. Vous voyez comme quoi ça va assez loin. Le SBA mène également des réflexions sur ces achats dans le but, bien évidemment, d'insérer les clauses sociales et environnementales dans nos marchés. Monsieur Cheval, qui est présent, je vais lui parler un peu des déchets du BTP. Donc, les déchets du BTP représentent un gisement très important, mais il s'est exprimé tout à l'heure à l'échelle de nos territoires et du territoire. Le syndicat organise un événement à destination des entreprises de BTP afin de sensibiliser à l'économie circulaire, comme a pu le faire Monsieur Cheval tout à l'heure. Matériaux locaux biosourcés, mise en avant de solutions innovantes ou éco-responsables, visite de sites, etc. Et c'est vrai que dès lors qu'on va sur un pôle de valorisation, même nous les élus, avec les services, on se pose multiples questions. Je prends le cas de la brique plâtrière, par exemple, qu'on retrouve derrière en traitement et qui peut être traité un peu différemment. Donc, il y a un certain nombre de syndicats qui réfléchissent et je pense que le BTP et tout le secteur du BTP y réfléchit. C'est comment on arrive à dissocier le plâtre de la brique pour qu'on puisse le repasser dans tout ce qui est construction, nouvelle construction. Donc, recycler effectivement l'ensemble de ces matières. Le SBA travaille sur le réemploi de différentes matières. Un pôle de valorisation va ouvrir. Notre nouveau pôle de valorisation, on aura la fierté de l'ouvrir ce mois-ci, donc à Lezou. Donc, c'est un pôle de valorisation à plat. Ce pôle est plus que complet. On va intégrer l'ensemble des activités d'ici une quinzaine de jours et s'inscrit dans l'objectif de transition écologique des EPCI du territoire grâce aux panneaux solaires installés sur le toit et contribuer à la protection de la biodiversité avec l'implantation également d'un verger conservatoire. Le pôle comprendra une boutique inversée, donc un magasin inversé. On l'appellera, on verra comment il fonctionnera, mais on avait déjà visité un certain nombre de sites, dont un site sur le Bordelais, qui fonctionnait bien, donc on a souhaité le mettre en place, permettant aux usagers d'amener des objets en bon état. Tout à l'heure, M. Cheval
l'a bien rappelé en disant que c'était bien de prendre si on pouvait arriver à recycler l'ensemble, prendre le produit et pouvoir le remettre entre guillemets dans un foyer. Il y en a un certain nombre qui fonctionnent déjà. On a parlé aussi tout à l'heure, il y a un intervenant qui parlait de l'entreprise Envie, donc il y a un certain nombre de choses comme ça, de l'association Envie qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc un chantier d'insertion du coup sera chargé de gérer cette partie, ainsi que le broyage des végétaux. Vous en avez également parlé tout à l'heure. Donc un broyage de végétaux sur site qui sera géré par le chantier d'insertion. Ce système devrait se multiplier donc sur notre territoire. On a un schéma de pôle de valorisation qu'on remet en place et on souhaite effectivement pousser l'ensemble de ces constructions. Ce matin, on a eu une CAO pour un deuxième site où effectivement on a choisi un maître d'œuvre pour nous accompagner dans un nouveau pôle de valorisation du même type que celui que je viens de vous expliquer. Ensuite, en termes de biodéchets, le SBA a voté un schéma territorial de gestion des déchets organiques, le STGDO, ce qu'on appelle ambitieux en 2019. Donc, l'objectif étant de réduire à 50% les déchets alimentaires contenus dans les poubelles d'ordures ménagères en 2024. Et d'ailleurs, en parlant de schéma ambitieux, il y a effectivement le schéma des déchets organiques ambitieux. On a aussi la chance de pouvoir avoir le tri sélectif au 1er mai qui va sur notre territoire nous permettre de ressortir encore, on va dire, de la poubelle verte, du jaune, qui nous permettra encore de gagner, entre guillemets, énormément à la fois de poids et donc de traitement, sachant que vous savez tous ici autour de cette visio que c'est le traitement qui nous coûte. Donc dès lors qu'on peut avoir le moins de traitement possible, mieux, entre guillemets, les usagers auront le retour financier sur le territoire. Pour ce faire, donc, le compostage individuel également, nous avons déployé plus de 25 000 composteurs. Et aussi les opérations, on a fait le mois dernier l'opération adopter 2 poules, donc des poules de réforme. Donc nous avons, ça a fonctionné 24 heures sur le Facebook. On a eu automatiquement 100 foyers qui ont été tout de suite intéressés pour prendre 2 poules, adopter 2 poules pour pouvoir baisser également, et ça rentre dans notre dispositif STGDO, ce qu'on appelle. Donc ces déchets collectés sont ensuite méthanisés, ceux qu'on collecte, et permettront la fabrication de biogaz qui alimentera bien également nos camions en GNV. Nous avons acquis 3 porteurs aujourd'hui. On va être sur 5 bientôt au GNV. Donc on est vraiment sur l'ensemble du dispositif. L'accompagnement des structures à usagers du territoire est très présent dans nos différentes actions. On a l'accompagnement bien évidemment des établissements en restauration collective contre le gaspillage alimentaire, prêt de matériel pour les éco-événements, animation dans les écoles. Donc on prête effectivement des gobelets EcoCup qu'on envoie ensuite en nettoyage également dans un chantier d'insertion. Ensuite, vous nous avez posé une question, c'est quelles ont été nos motivations par rapport à nos engagements pour l'économie circulaire. Donc, le syndicat du Bois de l'Aumône mène une réflexion globale dans l'exercice de ses compétences. En effet, il paraît essentiel aujourd'hui de modifier nos modes de production et de consommation pour adhérer à un modèle économique plus vertueux. C'est également ce que Madame Aoustin a expliqué tout à l'heure, qu'on avait des changements de comportement qui sont moins impactants pour l'environnement, vecteurs du lien social et économique viable. Nous essayons aussi de nous questionner sur les différents aspects de chacun de nos projets pour en faire des projets durables. Donc, dès lors qu'on lance un projet au sein du syndicat du Bois de l'Aumône, automatiquement, on a tout de suite dans l'esprit, c'est-à-dire comment on peut, au niveau de l'économie circulaire, comment le projet peut fonctionner et dans quel cadre. Et nous avons souhaité être labellisés également pour que ces aspects soient reconnus pour l'ensemble des acteurs du territoire et de la population. Qu'est-ce qui nous a aidé à développer l'économie circulaire dans notre structure? Eh bien, c'est la conviction et la sensibilité des élus. Je dis toujours, les meilleurs vecteurs, ce sont effectivement les meilleurs communicants, c'est nous-mêmes, ce sont les élus au sein de l'exécutif. Et puis, bien évidemment, en lien avec nos services et sans oublier, bien évidemment, les programmes de financement que l'ADEME peut nous apporter, que la région nous apporte, pour lesquels, sans eux, on ne pourrait pas avancer aussi vite et aussi loin. Sur le territoire, la mobilisation de partenaires est essentielle donc pour relayer nos informations, initier et expérimenter nos actions. Notre programme d'économie circulaire et prévention des déchets est par exemple intégré dans le plan climat également de nos EPCI adhérents au SBA. Donc, automatiquement, on a des liens avec l'ensemble de nos EPCI. Quels sont les obstacles
ou les freins qu'on a pu rencontrer. Les financements et le manque de temps sont souvent les deux principaux freins à la mise en œuvre de nos nouvelles actions, y compris pour un certain nombre, si j'ai un certain nombre d'élus en face de moi, nous savons que nos plannings sont toujours un peu chargés. Et effectivement, donc ce temps est également imparti. C'est important à prendre en lien avec nos services pour pouvoir faire évoluer nos projets, sachant qu'on dit bien c'est de l'incubation, c'est du projet, donc c'est du temps. Donc c'est mettre à disposition effectivement notre temps pour pouvoir avancer sur ces dispositifs. Et il est également important de bien sensibiliser les services, comme je vous l'ai dit, et nos partenaires pour qu'ils comprennent l'intérêt de faire évoluer nos modèles de réflexion, voire nos procédures. Comme vous le savez, un syndicat, automatiquement, on a les EPCI derrière et l'ensemble des EPCI, l'ensemble des élus. Et les services de ces EPCI aussi, il faut arriver à avoir une osmose entre nous pour que la direction soit la même et identique. Alors, en conclusion, quels conseils on pourrait donner à vous, les élus, et aux acteurs économiques? L'économie circulaire n'est pas un énième programme pour nous, auquel nous pouvons adhérer ou non. C'est dans la genèse, entre guillemets, c'est dans nos artères. C'est clairement un nouveau modèle économique, un nouveau modèle de société. L'économie linéaire, elle est totalement dépassée. Il faut en ressortir et savoir saisir l'opportunité qui s'offre à nous. Nous ne parlons pas seulement d'environnement, d'opportunités économiques réellement présentes, c'est l'occasion d'innover, d'investir pour l'avenir. L'engagement vers ce nouveau modèle économique a des conséquences positives. Mon conseil serait déjà commencer par un état des lieux, bien évidemment, et nous verrons et vous verrez qu'automatiquement, vous avez un certain nombre d'actions que vous faites déjà en faveur de l'économie circulaire. Le champ est toujours possible et plus large. Cela permettra de vous appuyer sur des bases pour sensibiliser vos élus, les agents, les employés, les acteurs du territoire. Voilà en quelques mots l'échange que je voulais avoir avec vous et que je pouvais vous apporter en termes de témoignages. Merci bien évidemment au CICRAD pour ces échanges et ce colloque. Merci beaucoup. Merci, M. Chauvin, et en plus d'avoir répondu à l'intégralité des questions qui avaient été demandées aux intervenants, que j'avais évoquées tout à l'heure dans ma présentation préliminaire. Voilà, je crois que tout le monde a entendu votre démarche, votre exemple. Bien évidemment que chaque territoire est particulier, sa composition, sa dominante urbaine, rurale, périurbaine ou montagne fait que il y a des différences, mais je crois que c'est la démarche qu'il faut souligner et ce que chacun est amené à faire à son rythme. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la volonté qu'on a toutes et tous de pouvoir faire un pas de plus vers cette économie circulaire. Et moi, je voudrais aussi saluer notre ami Gilbert Moulin qui, au niveau de notre CITRAD, de notre EPCI, a la délégation de cette problématique. Et je crois que, même si on en a déjà parlé au sein de notre structure, je crois qu'on va encore en parler parce que c'est un sujet qui est vaste. C'est des piliers qui ont été évoqués tout à l'heure, rappelés par Monsieur Dassigny de l'ADEME sur les 7 piliers de l'économie circulaire. Donc, effectivement, on a encore pas mal de travail et encore merci pour votre intervention. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Bounon également, qui travaille en délégation complémentaire avec Gilbert Moulin. Il ne faut pas qu'ils oublient, hein. On a des VP et on a des délégués, donc voilà une complémentarité à souligner au niveau du CITRAD. Je voulais juste rajouter que nous restons à votre disposition et Laura, bien évidemment, au sein du syndicat. Ouais. Le syndicat est grand ouvert, comme je dis toujours, et bien évidemment qu'on a des passerelles possibles ou des échanges possibles. C'est ça aussi la richesse de nos syndicats, c'est de pouvoir échanger pour pouvoir avancer plus vite. Voilà. C'est votre Laura et nous, on a la nôtre aussi, donc voilà. On est vraiment très complémentaires. Merci, M. Chauvin. Oui. Merci beaucoup en tout cas à tous les intervenants parce que vous avez essayé effectivement de répondre au maximum aux questions qu'on vous avait posées pour permettre de faire écho, que les interventions puissent se faire un peu écho les unes les autres. Et surtout, vous avez à peu près respecté le temps que vous avez imparti et on sait que ce n'est pas un exercice facile du tout. Donc, sincèrement, un grand merci à tous les intervenants pour avoir effectivement contribué aussi à un bon déroulement de ces interventions qui plus est en visio sont jamais
C'est jamais très simple. Il y a des questions Voilà. dans les membres ou présents ou à distance. On peut prendre un temps encore, effectivement, de questions-réponses, de précisions. S'il y en a encore. Je crois qu'on a fait le tour de la question pour cet après-midi. Cet après-midi, hein. Le sujet étant vaste. Voilà. Je vois que nos participants vidéo commencent à quitter la réunion. Donc, pardon? Une dernière fois. Oui. Allez. Non, oui, effectivement. Juste pour vous dire qu'effectivement, ce colloque s'inscrivait effectivement dans le travail que l'on mène à l'échelle, je ne sais pas au niveau du CITRAD, mais bien à l'échelle du CITRAD sur la question de l'économie circulaire, et que ça nous semblait un préalable de commencer déjà par parler concrètement d'économie circulaire par rapport à notre territoire, y compris avec des éclairages aussi extérieurs, notamment le Bois de l'Aumône, pour voir aussi un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et d'ailleurs, M. Chauvin l'a évoqué, la première étape, c'est effectivement de faire un état des lieux, un diagnostic. Donc, il a commencé à être fait effectivement avec les services de l'ensemble de nos EPCI membres. Et simplement indiquer aux élus présents et aux collègues aussi qui sont là cet après-midi, qu'une réunion de travail est déjà prévue le 5 mai, justement pour partager ce diagnostic, l'enrichir avant de passer à la phase suivante, qui sera plus une phase effectivement d'élaboration, d'action, de réflexion, d'objectifs. Donc, vous êtes tous invités, on vous enverra à tous ceux qui ont participé, qui ont été présents aujourd'hui, l'information, mais vous pouvez d'ores et déjà noter que le 5 mai à 14 h, dans l'idéal, et on va l'espérer en présentiel, on travaillera plus concrètement et on partagera la question du diagnostic de l'économie circulaire sur notre territoire. Frédéric, je crois que tu viens de nous... Ah, alors merci pour cette... Je crois que tu as donné toutes les informations pratiques pour la suite de ce sujet, l'économie circulaire. Je voudrais vous remercier à nouveau toutes et tous de votre participation cet après-midi à ce colloque organisé par le CITRAD et les services du CITRAD. Je n'oublie pas d'associer nos services et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et surtout à bientôt pour ce sujet-là. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. S'il vous plaît.